Frédéric Mitterrand, 67 ans. Professionnel de la culture mais ministre amateur, auteur exigeant mais animateur populaire, admirateur de Gaulle envoûté par François Mitterrand, Frédéric pratique volontiers le grand écart. Ce soir, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, quelle part de lui-même livrera-t-il ? Je suis censé dire quelque chose, hein ? Tout va bien. Bonsoir Frédéric Mitterrand. Vous avez dit tout va bien, c'est ça ? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Si on compare avec la situation de beaucoup de gens sur Terre, tout va bien. Vous connaissez le divan, je parle de la psychanalyse, vous avez fait 2 ans d'analyse. Oui, j'ai fait 2 ans d'analyse. Ce qui est bizarre, parce que normalement, on fait beaucoup plus longtemps. Mais en vérité, après 2 ans, j'avais classé un certain nombre de choses. Et j'ai commencé à faire de la télévision à ce moment-là. Je suis donc passé dans un processus qui était un peu plus créatif. Et donc, j'avais plus vraiment besoin de continuer. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que j'ai eu le sentiment, après ces 2 ans, que des tas de problèmes que j'avais derrière moi, que je portais comme des fardeaux, étaient en face de moi et qu'ils n'étaient pas résolus, mais je pouvais enfin un peu les ranger et me déplacer parmi eux. On va en parler de ces problèmes forcément tout au long de cette émission. Mais d'abord, Frédéric, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai invité dans cette émission. Si je vous ai invité, Frédéric, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que vous aviez exercé suffisamment de métiers dans votre vie pour vous offrir une petite halte sur ce divan. Romancier, journaliste, producteur, distributeur, réalisateur, ministre, vous avez tout fait, tout vu, tout entendu, tout écrit, mais avez-vous vraiment tout dit ? Sans doute pas, et ça, c'est la première raison. Autre raison, vous êtes constamment écartelé. Petit, vous admiriez De Gaulle en cachette et Mitterrand en privé. Vous avez toujours oscillé entre la gauche et la droite, le public et le privé, entre le cinéma d'auteur et la télévision populaire. Bonsoir ! Dans ce perpétuel mouvement de balancier, difficile de vous situer. Alors ce soir, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être immobile et concentré. Autre raison, vous êtes masochiste. Vous êtes passé maître dans l'art de donner aux autres le bâton pour vous faire battre. Trophée mitterrandien dans le tableau de chasse sarkozyste, homme de culture catapulté dans des dîners presque parfaits. Ce qui est très important dans la vie, c'est de savoir que le petit pois est comme tout le monde. Le petit pois réagit. Alors Frédéric, quel plaisir y a-t-il à vous placer sciemment au centre de toutes les cibles ? Et puis si j'ai décidé de vous inviter, c'est que vous êtes cocasse. Diction châtiée, tenue impeccable, politesse surannée. Alors si vous êtes si facile à parodier, à quoi ressemblez-vous vraiment lorsque vous ne forcez pas le trait ? Et puis la dernière raison, c'est ça. S'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême ? Le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens ? Je voulais absolument vous offrir à vous, grand spécialiste des oraisons funèbres et des têtes couronnées, le plaisir de poser votre voix inimitable sur votre propre parcours, sur votre vie, et de décider de quel type de couronne votre tête allait être surmontée. C'est bien ? C'est bien ? On a du boulot à faire ensemble, Frédéric, démêler Taf, comme on dit. tout ça, on a du taf. On va commencer, si vous voulez bien, par cet aspect mélancolique qui vous caractérise, peut-être pas avant tout, mais beaucoup. À 20 ans, vous dites « Je ne saurais jamais pourquoi je me détestais autant ». C'est une phrase forte, celle-là. Mais oui, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas trouvé la réponse. Je me détestais par moments, mais surtout je me sous-évaluais ou sous-estimais en permanence. Ça correspond avec un certain narcissisme aussi. Je n'ai pas résolu cette question. Je ne sais pas à quoi elle est due. Mais elle est maintenant vécue beaucoup plus calmement, disons, parce qu'avec l'âge, on devient plus serein, sans doute. Tout de même, Roselyne Bachelot, qu'on a contactée pour préparer cette émission, qui a été votre collègue au gouvernement, dit « Ce qui me surprend le plus,
c'est la profonde tristesse de Frédéric. Cette tristesse fondamentale, c'est la chose la plus signifiante chez lui. Cette tristesse, elle est donc toujours là aujourd'hui. Je suis désolé si Roselyne, qui est quelqu'un d'extrêmement gai et sympathique, a ressenti cette tristesse, parce que c'est une chose que je ne veux pas imposer aux autres. Mais si elle l'a ressenti comme ça, c'est sans doute, elle a sans doute une part de vérité. L'idée, c'est pas de savoir pourquoi vous l'imposez aux autres, parce que c'était même, elle vous l'a pas reproché. Est-ce que je suis vraiment triste? Ben oui. Quand, par exemple, un journaliste de Paris Match en 2009 vous parlait d'une hypothétique dépression, vous lui avez répondu « mais je suis toujours déprimé ». La vraie dépression, c'est quand on s'enfonce et quand on disparaît dans sa dépression. La dépression qui nourrit en quelque sorte le désir de se surpasser et de créer quelque chose, c'est pas vraiment de la dépression, c'est un état de chagrin, c'est vrai, mais je sais pas si c'est vraiment de la tristesse en fait. Mélancolie est plus juste. Je suis peut-être très sensible. Mais c'est pas quelque chose qui rend impuissant, voilà. Je préfère l'état de mélancolie sensible à l'état de légèreté inconsciente. Au moins avec la mélancolie sensible, on est en prise avec le monde, et puis on a aussi le désir de faire quelque chose de sa vie. Et la mélancolie sensible, d'ailleurs, rend marrant, parce qu'on se sort de plein de situations, finalement, avec un peu d'humour. Tout n'est pas si important, et on n'est soi-même pas si important que ça. Hein. Donc, c'est bien de pouvoir avoir un peu d'humour. Mais moi, ça me gêne de voir des photos de moi comme ça. Tout d'un coup, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Alors qu'en vérité, je vous parle à vous, Marc-Olivier. Mais vous allez voir, tout au long de cette émission, vous allez parler finalement à... Vous voyez, je ne me reconnais pas dans ces images. D'ailleurs, je ne me reconnais pas dans les images qu'on donne de moi en général. Je suis jamais là où les gens veulent me mettre. Et peut-être parce que profondément, je ne suis pas là où les gens veulent me mettre. Et puis parce que profondément aussi, je suis un peu comme François Mitterrand pour ça. Je ne veux pas qu'on me contraigne à être quelque part. Sur la mélancolie sensible, elle date pas d'hier, évidemment. Elle est aussi, donc je le disais, un peu liée à votre rapport à l'autre, au sentiment amoureux. Dans votre premier film, très beau film, Lettre d'amour en Somalie, que vous avez transposé après en livre, il y a un passage que je vais vous lire. D'un regard, j'embrassais alors un terrible immense, le territoire de ma douleur. Il traîne encore jusqu'au rivage où j'ai pensé te fuir. Vous savez, quand on est très attaché à quelqu'un, quand on aime énormément quelqu'un, on essaye, et que ça ne marche pas, on essaye d'opposer au chagrin que ça vous occasionne des expériences très très fortes qui permettraient peut-être d'oublier ou qui donneraient la force de surmonter. Donc là, en l'occurrence, je suis allé en Somalie. On sait bien que la Somalie est un des pays les plus durs du monde. Eh bien, on s'aperçoit que, en fait, même dans les situations les pires, on n'oublie pas les gens qu'on aime ou les raisons pour lesquelles on s'est enfui. L'amour dans votre vie, vous l'avez trouvé, Frédéric? Est-ce que la plénitude, vous l'avez trouvé? Ou alors ce mal-être que vous commencez à décrire, haine de soi, d'une certaine manière, elle vous a empêché de construire à deux? Peut-être. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est l'affection et l'amitié. L'affection et l'amitié, ça permet quand même de traverser les moments d'amour fou qu'on peut avoir pour telle ou telle personne et qui ne marchent pas, les moments de passion, et qui sont souvent des moments où il y a une part de névrose quand même. Et on demande à l'autre quelque chose qu'on ne lui donne peut-être pas. Vous savez, il y a une phrase de Lacan qui dit aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est une phrase terrible, mais qui n'est pas totalement fausse. Tout le monde cherche à vivre un amour heureux, paisible, tranquille. Ce qui n'a pas pu être possible pour vous. Ce qui ne m'est pas arrivé, mais en revanche, je vous dis, l'affection et l'amitié, c'est quand même... c'est formidable à vivre aussi, c'est merveilleux. Dans ce fameux livre, La mauvaise vie, votre premier amour, vous écrivez, c'est l'histoire d'un échec, un garçon avec qui vous n'avez pas réussi à coucher. C'était pourtant 68, à l'époque de la sexualité libérée, facile. Oui. C'est une blessure fondatrice, celle-là. Évidemment, le désir, quand votre désir est refusé, c'est embêtant quand même. Hein. Bien sûr. Mais ça aussi, on en fait quelque chose quand ça ne marche pas.
Ça aussi, on peut... Ben voilà, on fait Lettre d'amour en Somalie, on en fait quelque chose. On fait La mauvaise vie, qui raconte d'une manière un peu plus lourde toutes sortes de choses autour de ces sentiments. Et justement, en écrivant, j'ai essayé de transmettre, ou j'ai essayé de communiquer sur ces sujets. Vous l'avez donc communiqué dans un très beau livre, Une mauvaise vie, et vous avez raconté comment cet amour compliqué, ce désir un peu refoulé, vous l'avez d'une façon assouvie avec l'amour tarifé, comme vous disiez, et pour la première fois au début avec quelqu'un qui détestait les hommes, et cette expérience, ça laisse des traces, avoir à payer pour coucher avec quelqu'un qui détestait ça. Oui, finalement, ça n'a pas laissé tant de traces que ça. Il y avait quelque chose de profondément masochiste. C'était une relation, c'était dans le processus de dénigrement de soi-même, de dépréciation de soi-même. Oui. Il y avait quelque chose de... Ah, ça, c'était chez moi il y a quelque temps. C'était dans un sentiment, oui, comme ça, de dépréciation de soi-même. Mais, oui, ce genre de travers, parce que c'est un travers, ce genre d'impasse, car c'est une impasse, finalement, d'abord, ça ne règle rien, et ça relève d'un processus qui est que, bon, on ne peut pas m'aimer, donc je vais payer pour qu'on m'aime. Et en plus, c'est une erreur, enfin, je veux dire, rien ne marche, quoi. Voilà. Ça me gêne toujours de voir des photos de moi, et surtout de voir des photos de moi quand j'étais jeune, parce que quel choc, hein. C'est pas la même personne, vraiment, et pourtant c'est la même. C'est une photo où il y avait beaucoup de gens que j'aime. Il y avait mon meilleur ami qui est mort quand il avait 17 ans, ça m'a beaucoup frappé. C'est sans doute été le premier grand malheur de mon existence. Il y a ma grand-mère, il y a mon père, il y a une amie qui m'est très chère, il y a ma belle-mère, il y a mon grand-père, il y a ma mère quand elle est enfant. Et il y a tous les gens, je suis sous le portrait de ma grand-mère, et tous les gens que j'aime. Et puis derrière, il y a des collages, j'ai fait beaucoup de collages aussi. Et pourquoi vous n'aimez pas vous voir? Est-ce que c'est aussi le fait de vous voir jeune et que, évidemment, il y a des années qui sont passées comme pour tout le monde, et ces années-là, elles pèsent aujourd'hui sur vos épaules? Elles pèsent pas, non. Ce qui pèse sur mes épaules, c'est le temps qui reste. Ça, c'était mon chien que j'adorais, qui était un chien absolument merveilleux. On ne va pas parler du chien, on va parler du temps qui reste. Vous avez recueilli, attendez, vous parlez bien de la chatte de Karl Lagerfeld. Alors moi, je peux bien parler de mon chien pendant une seconde. En plus, c'est très important, le chien. Et ce chien-là était absolument une merveille. Il a vécu jusqu'à 20 ans et c'est un de mes grands regrets. Je vais écrire un livre, certainement, qui s'appellera les regrets. C'est-à-dire toutes les fois où je me suis mal comporté. Et ce chien qui m'aimait énormément et que j'aimais énormément est tombé malade et je m'en suis pas rendu compte. Il avait 20 ans, vous me direz. C'était un âge très canonique pour un chien. Et j'ai pas su l'aimer pendant les 2 dernières journées de sa vie. Et je me le reproche encore. Alors oui, les images... L'âge et le temps qui reste, ça, c'est quelque chose qui vous obsède. Ah oui, le temps qui reste, oui. Et si je mets devant moi le temps qui me sépare des photos que vous me montrez, où j'ai vraiment l'impression que c'était ce matin, eh bien, je serais mort. Donc, il me reste pas beaucoup de temps pour essayer de faire de la vie que j'ai pu avoir et de ce que je ressens quelque chose qui existe, qui défie la mort, non pas par souci de ma propre immortalité, parce que quand on est mort, c'est fini, mais peut-être pour que mes enfants, peut-être que pour que les gens qui m'ont aimé, peut-être que pour des gens que je ne connais pas, que ça puisse être utile. Pour pouvoir éclairer tout ce qu'on vient de se dire, et notamment la relation à l'autre, on voit qu'elle est importante chez vous et à vos amis. On a demandé à une de vos amies proches, qui vous aime beaucoup d'être là, c'est Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Bonsoir Ariel. Frédéric, vous l'avez entendu raconter sa relation à l'autre, ses difficultés avec l'amour, mais qu'il compense dans l'amitié. Vous qui êtes une de ses amies, vous ressentez ça, un certain mal-être en amour et compensé dans l'amitié? Écoutez, moi j'ai rencontré et j'aime un Frédéric qui est tout autre. C'est un grand écrivain, c'est un artiste. Alors bon, tous les artistes, évidemment, sont des êtres tourmentés. Moi, je ne me suis jamais rendu compte qu'ils n'étaient pas réciproquement adorés, parce que j'ai toujours vu autour plutôt d'une cour de gens
en pleine admiration de lui, de la manière dont il avait de parler des choses, de nous montrer l'existence, de nous montrer, de nous faire comprendre la littérature, le cinéma. Il était absolument extraordinaire. Après, quand vous me parlez, tout ça, qu'à un moment donné, il paye pour être aimé, tout ça, mais c'est plutôt les gens qui payent pour l'entendre, pour l'aimer. C'est une vraie amie. Pour lire ses livres. Ariel, il faut revenir toutes les semaines. Ariel, vous qui êtes une vraie amie, en l'entend, oui. Décrivez-nous quand même le Frédéric qui, par moment, va pas aussi bien que ce que vous dites, qui n'est pas dans la flamboyance qu'on connaît, mais l'autre Frédéric, celui qu'on fait découvrir ce soir. L'autre Frédéric, c'est un Frédéric très, très ténébreux, très mélancolique. Moi, je le vois plutôt comme un personnage du 19e, quelque chose du côté de Kleist, des gens très exaltés et qui ont une conception de l'amour très absolue. Et comme il aime les garçons, ça doit être encore peut-être plus compliqué d'aimer les garçons, ça je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai vu malheureux que l'amour ne soit pas tel qu'il l'avait sans doute rêvé. Il est tellement riche intérieurement, il est tellement nuancé, il est tellement sensible qu'il a envie sans doute de quelque chose d'extraordinairement grand et de vaste et de beau. Et peut-être que lui-même ne s'estime pas comme il faut, mais tout ça, ce sont des qualités plutôt. Bien sûr, alors on va s'arrêter là-dessus une seconde, Ariel. Oui. Est-ce qu'elle pointe quelque chose de juste, Ariel Dombal? Oui. Vous avez vous êtes dans la quête de l'absolu, Frédéric, et c'est peut-être ça, cet absolu, il est trop grand de temps en temps, et c'est compliqué à atteindre, l'absolu? Tout ça sont un peu des grands mots quand même. Oui. D'abord, parce que ce qu'a dit Ariel me touche profondément, et la manière dont Ariel parle de moi, ce qu'elle n'avait jamais fait au fond jusqu'à maintenant devant moi, ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche. Quand je vous parlais de l'affection et l'amitié tout à l'heure, eh bien voilà, on en a encore une preuve. Alors est-ce que c'est parce que je serais un chevalier de l'absolu? Tout ça est un peu prétentieux, je trouve, un peu pesant. Non, ce que je cherche simplement à obtenir, c'est que les relations avec les gens soient tout bêtement heureuses. Et voilà, vous avez un exemple. J'ai le sentiment que ma relation avec Ariel a toujours été heureuse. Ariel, oui. Je vais vous demander pour conclure, comment vous le définiriez, Frédéric, en 2 mots? En 2 mots, je ne peux pas faire le tour de Frédéric. Frédéric est un combattant. Frédéric est un être mélancolique et un artiste, un écrivain, une voix, une signature. Merci Ariel. Merci Ariel, c'est tellement gentil. Merci beaucoup Ariel. C'est adorable. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On ne sait jamais vraiment ce que les gens pensent de vous. Et d'ailleurs, moi, je ne cherche pas à le savoir. Pour moi, c'est un choc. C'est comme quand je vois des photos de moi. Ce que vient de dire Ariel, ça me touche beaucoup. Bien sûr que j'ai senti 1000 fois que Ariel m'aimait bien. Elle m'envoyait de temps en temps des messages, des choses comme ça. Mais là, tout d'un coup, c'est très, très fort de voir ça. On va retourner dans l'enfance comme en psychanalyse. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un psy, bien au contraire. Vous avez déclaré « J'ai eu une enfance si traumatisante que j'ai l'impression que la société me doit quelque chose. Ce n'est jamais assez. » Alors ça, je pense qu'on va devoir s'y arrêter. On va parler évidemment du fait de s'appeler Mitterrand. C'est bien trouvé, on a ça. Un oncle si célèbre et on y arrive petit à petit. Alors, traumatisante. J'ai pas du tout été un enfant mal aimé, hein. Entendons-nous bien. J'avais des frères merveilleux, des parents que j'admirais et que j'aimais profondément. Je vivais dans une atmosphère de bourgeoisie relativement aisée. Simplement, j'étais sans doute déjà un peu différent. Et donc, dès la plus tendre enfance, j'en ai eu conscience. Donc, je ne pouvais pas vraiment dire ce que je ressentais. Donc, là, vous parlez de sexualité. Oui, ça notamment, oui. Et donc, c'était un temps où on ne parlait pas de ce genre de choses. Hein. Et donc voilà, donc le traumatisme, c'était surtout ça. C'était la nécessité de vivre avec des pensées clandestines. Et des pensées clandestines qui, forcément, quand elles sont clandestines, elles sont encore plus fortes, puisqu'on ne peut pas les partager. Donc, c'était déjà quelque chose de très, très intense. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que aujourd'hui...
beaucoup plus âgé, je pense beaucoup à mon adolescence et que j'écris un livre comme une adolescence où à travers le déchirement, par exemple, entre la figure du général de Gaulle et mon oncle, et ça recouvre plein d'autres déchirements et plein d'autres aspects de la vie clandestine que je pouvais mener. On va se replonger dans cette enfance-là ensemble, à travers des images que vous avez bien voulu nous passer, des images très touchantes que je vous propose de commenter. Alors là, je suis avec mes frères au Touquet, et il y avait au Touquet à l'époque des petites voitures électriques. Et donc, c'était des moments de gaieté et de bonheur. Mes deux frères conduisent. Alors là, nous sommes à Évian, dans la maison de ma grand-mère, autour de ma mère. Remarquez à quel point ma mère était belle et rayonnante, un personnage absolument formidable. Et alors, c'était très agréable, les vacances à Évian. C'était dans la maison de ma grand-mère, qui était une personne que nous adorions. C'était une très matriarchie dans la famille. Ça, c'est un petit cousin à moi que j'aimais beaucoup, une tante aussi. Enfin, je l'aime toujours, d'ailleurs. Et ma grand-mère, qui était une personne lumineuse. Il y avait des présences féminines très, très, très touchantes, très émouvantes, très intéressantes aussi, parce que ma mère avait un caractère très fort et très attachant. Et ma grand-mère aussi, d'une manière différente. Elle était très intelligente, elle était très... Et puis ma mère avait ce charme extraordinaire qui fait que tous les gens qui la connaissaient tombaient amoureux d'elle, en fait. Alors évidemment, le sentiment maternel était très très fort pour moi, et moi j'étais très attaché. Et en même temps, je ne pouvais pas parler de moi. Donc... Parce que c'était l'éducation bourgeoise, le système bourgeois fait que ça n'aurait pas été compris. Donc... Et puis, je voulais pas, j'avais l'impression que ça leur ferait de la peine, qu'ils s'inquiéteraient pour moi. Donc, je n'en parlais pas. Donc, c'est là où il y a eu un traumatisme. Et aussi un sentiment, peut-être, justement, de créance vis-à-vis de la société. Puisque je n'en avais pas parlé, on me devait quelque chose. Mais Frédéric, est-ce que vous ne vous faisiez pas une idée à ce moment-là de l'impossibilité de dire, parce que des années plus tard, pas tellement plus tard, votre père vous a dit mais Frédéric, oui. Si tu aimes les garçons, c'est pas un problème. Oui, je le sais, et vous avez nié. J'ai nié farouchement. Vous avez nié. C'est vous qui aviez un problème peut-être avec ça, pas eux, non? Mais peut-être aussi, bien sûr. Mais les choses s'étaient enclenchées beaucoup plus tôt. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais déjà dans une sorte d'impasse. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous étiez un peu enfermé dans quelque chose, c'est ça? Oui, voilà, j'étais sans doute enfermé dans quelque chose. Je le suis d'ailleurs encore un petit peu. Vous voyez, j'ai encore même un peu de gêne pour en parler. Je vois ça. Ouais, d'un côté, j'en parle, je l'écris, et je peux en parler d'une manière très, très franche et crue, et je crois sincère. Et de l'autre, ça reste toujours comme une sorte de continent sombre que je ne sais pas explorer. C'est très étrange. Ce qui explique peut-être que votre mère... le désir d'écrire. Bien sûr, mais ce qui explique peut-être que votre mère, en 2010, vous le racontez dans La Récréation, vous voit en photo ou en image avec une belle actrice. Elle dit « Mais qui était cette actrice tellement belle qui était avec toi ce soir ?» Et vous écrivez « Maman espère encore oui. ». Jusqu'à la fin, elle espérait finalement que vous ayez une autre vie et que l'amour hétérosexuel soit possible. Les mères acceptent bien évidemment que leur fils soit différent du commun des mortels. Et ma mère l'a très bien accepté. Elle était incroyablement affectueuse et aimante avec moi. Mais en même temps, je pense que les mères ressentent le fait que leur fils soit homosexuel comme étant un échec de leur part, comme étant quelque chose qui montre qu'elles n'ont pas su l'aimer comme il convenait, et que c'est quelque chose de très difficile pour elles à accepter. Là, vous parlez de votre mère, il y a évidemment votre père. Je parle de millions de mères. Non, mais bien sûr, mais il y a évidemment votre père qui était le frère de François Mitterrand. Vos parents, on s'arrête une seconde là-dessus, ils ont divorcé quand vous étiez très, très jeune, vous aviez 11 ans. Je crois que c'est votre mère qui est partie, ce qui était très rare. J'avais moins de 11 ans, j'avais 7 ans. 7 ans, ce qui est très rare à l'époque. Ma mère était merveilleusement belle et séduisante. Alors, elle faisait partie de ces femmes qui n'ont pas eu de jeunesse. Elle s'est mariée juste avant la guerre, elle a vécu la guerre avec toutes les circonstances pénibles que tout le monde a connues. Elle a eu des enfants, elle a été une très bonne mère, elle s'est occupée de beaucoup de choses. Et puis à 30 ans, elle était toujours très très belle. Et elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Et elle a eu l'honnêteté, mais
trouve ça formidable. Elle a eu l'honnêteté de vouloir le vivre. Et c'est très bien, parce que en même temps, mes parents ne se sont jamais vraiment séparés. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur relation en une relation d'amitié affectueuse qui était très touchante. Vous étiez un peu écartelé quand même là-dedans. Ah, j'étais écartelé, oui. J'ai été écartelé parce qu'il y avait 2 maisons, et j'ai été écartelé par quelque chose de très très subtil et qui est assez rare. C'est que j'aimais beaucoup mon père, mais mon père me faisait peur. Et ma mère a vécu à ce moment-là avec un homme qui était très différent et qui m'emmenait à la boxe, au foot, enfin tous les trucs que j'aimais pas, et qui était merveilleusement humain et gentil. Et donc, au fond, j'ai eu pendant quelques années ce sentiment très compliqué à vivre pour un enfant, d'aimer autant mon beau-père que mon père, et peut-être même plus. Et ça, c'est très compliqué à dire, et pour un enfant, vous savez. Après, les choses se sont normalisées. Mais quand vous êtes un enfant, que vous devez vivre ce genre de choses, vous pouvez pas les dire. Et c'est très compliqué. Et au milieu de tout ça, puisque vous étiez entre 2 foyers, il y avait une figure qui était importante, c'était une gouvernante. Une gouvernante qui était très sévère, oui. Plus que ça. Dans la mauvaise vie, vous l'avez raconté, vous l'appelez la méchante. Oui. C'était la violence. Depuis. Oui, vous avez peut-être pardonné, mais ça a été longtemps. Elle vous a battu pendant combien de temps? Elle m'a battu beaucoup, tout le temps, oui. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Combien de temps, Frédéric? De 0 à 10 ans. Et vous savez, avec cette situation qui arrive très souvent, c'est que l'enfant battu devient le complice de la personne qui le bat. C'est-à-dire qu'il intègre, d'une certaine manière, le fait que si on le bat, c'est qu'il y a une raison. Et donc il n'en parle pas, là aussi. Parce que je vous dis que ma mère était très aimante. Ma mère était très aimante et attentive. Eh bien, à elle, je lui ai caché. Elle s'en est pas rendue compte. En apparence, c'était parfait. Tout allait bien. Et mon père non plus ne s'en est pas rendu compte. Et une fois, ma mère a eu un doute. Et j'ai nié tellement obstinément que finalement, elle s'est dit, ben non, il aime beaucoup sa gouvernante. Et au fond, je l'aimais, cette gouvernante. Je l'aimais parce que je comprenais pas pourquoi elle me battait. Donc je me disais, si je lui donne encore plus d'amour, elle va plus me battre. Et en fait, non, elle continuait. Et je pense aussi qu'elle m'aimait à sa manière. Que cet amour que je lui donnais lui était insupportable. C'était son remords. Alors, elle tapait encore plus fort. C'était vraiment la relation perverse qui s'établit entre... qu'on voit d'ailleurs dans les journaux. Et qu'est-ce qui restait aujourd'hui de ça, Frédéric? Parce que vous dites de 0 à 10 ans. Le pardon. Le pardon. Alors les gens qui pardonnent, évidemment, ils se donnent le beau rôle. Et c'est pas bien. Mais en même temps, le pardon. Dans la mesure où je pense que c'était une personne malheureuse qui était confrontée à quelque chose de trop difficile, cet enfant qui la regardait avec des yeux pleins d'amour et sur qui elle tapait, et voilà, et qui aurait voulu faire d'autres choses que ça, et voilà, je pense qu'elle n'a pas été heureuse. Et chez vous, il ne reste pas une petite part aussi de masochisme, d'une certaine manière? Je pense que ça a beaucoup contribué à augmenter, oui, à installer le masochisme, oui. Oui, mais enfin, je suis pas masochiste, j'aime pas qu'on me tape dessus, hein, pas du tout. Mais un certain masochisme de sentiment, oui. Enfin, une acceptation de l'échec et du chagrin et de la détestation de soi-même. Enfin, bref, on en revient au point de départ. Oui, mais au moins on le comprend à travers ça. Vous parliez donc du divorce il y a un instant de vos parents. Vous avez dit, j'ai dû considérer qu'à cause de leur divorce, mes parents ne me voyaient pas et ne m'entendaient pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est évidemment ce moment de votre vie qui fait qu'après vous avez cherché à vous faire remarquer, à vous distinguer, à exister? Certainement. Mes parents ne me voyaient pas et ne m'entendaient pas parce que je ne leur disais pas ce qui était important pour moi. Je faisais tout bien dans la règle, je travaillais bien, j'étais affectueux, je les aimais aussi. Hein. Je les aimais beaucoup, beaucoup, l'un et l'autre, énormément. Il me manque énormément. Ma mère est morte cet été et vous ne pouvez pas savoir à quel point elle me manque. Et ils sont d'ailleurs inhumés pratiquement l'un à côté de l'autre. Et là, vous avez mon fils avec ma grand-mère.
Mathieu. Au milieu, oui. Ma grand-mère aimait beaucoup Mathieu, et Mathieu aimait énormément ma grand-mère. Mais tout le monde aimait ma grand-mère, de toute façon. Oui, être vu, bien sûr. S'il y a un moteur caché, ou un moteur secret, ou un moteur intime du désir d'être vu, et c'est pas le narcissisme, c'est pas le désir de devenir célèbre, ou des choses comme ça. Non, c'est le désir presque sauvage d'être vu et entendu, qui fait que d'ailleurs je me retrouve auprès de vous encore ce soir. Mais ça veut dire que c'est un désir qui ne s'éteint pas. Mais donc ça ne date pas d'hier, comme on l'a compris et que vous l'expliquez Non. si bien. Et notamment quand vous allez en cachette, Frédéric, dans la fin des années 50, début des années 60, passer un casting pour un film. Oui. Un film avec Bourvil, Michel Morgan, Oui. Fortuna. Au générique, d'ailleurs, vous vous faites créditer du nom de Frédéric Robert. Robert, Oui, je prends le nom de mon père. Ouais, Oui. le nom de votre père. On va regarder l'extrait. Ça m'a donné chaud, merde. Maman, il a dit un gros mot. J'ai entendu, oublie-le. Je vous en prie, modérez un peu vos expressions. Les enfants répètent tout. Maurice reste ici. Je vais regarder par la fenêtre. Ici, on voit rien. Le train, c'est comme si on allait en vacances. T'as été à la mer? Non, T'as jamais vu la mer? non, Moi, je vais aller sur la côte d'Azur. C'est chouette. Et à la montagne, t'as déjà été? non. T'as jamais vu une montagne? Bah non. Moi, je suis allée sur les Alpes, à Megève. C'est chouette. Tu sais skier? Hein? Non, La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France. t'as gagné. Moi, je suis allée en Angleterre. Tu sais l'anglais? Non. Et toi, tu sais combien d'appartements en France? 90? Oui. Sale gosse, hein. Sale gosse, mais bon, j'étais pas comme ça, hein. J'étais beaucoup plus... je crois que j'étais beaucoup plus attentif aux gens. J'aurais jamais fait des choses comme ça. Donc, je vais pas cacher les choses. On vivait dans une atmosphère de bourgeoisie aisée, disons, pas fortunée, mais aisée. Donc, il y avait du personnel à la maison. Et j'essayais d'être... Enfin, j'essayais de bien me comporter, quoi, parce que j'aimais pas l'idée qu'il y ait des gens qui travaillent à la maison, à la cuisine, voilà, j'ai jamais aimé être servi. C'est horrible à dire, j'avais peur du peuple. J'avais peur des gens qui manifestent. J'avais peur des gens qui râlent. Je me rappelle, avec ma maman, nous étions descendus, et mon beau-père, nous étions descendus dans le sud, et il y avait des barrages. Il y avait des barrages, les paysans avaient fait des barrages pour je ne sais quelle raison, et ma mère, qui était toujours très courageuse, a baissé la fenêtre de sa voiture, et a parlé à un des types qui faisaient le barrage, et le type avait l'air très très agressif, et il lui a dit, et vous, ma jolie petite dame, vous en foutez bien de nos problèmes. Et ça m'a frappé, parce que elle était tellement jolie, et tellement... Il avait compris aussi. Il m'a fait peur. Et j'ai eu honte d'avoir peur. C'est que je me disais que cet homme-là, au fond, il avait certainement des raisons que je connaissais pas, et il avait peut-être raison. Et donc tout ça, je le vivais d'une manière très compliquée, et j'ai essayé de m'en libérer ensuite.